Zola, le travail. 1. Dans sa promenade au hasard, Luc Froment, en sortant de Beauclerc, avait remonté la route de Bria, qui suit la gorge où coule le torrent de la Mienne, entre les deux promontoires des monts Bleuze. Et comme il arrivait devant l'abîme, nom que porte dans le pays des Assyriques Réunion, il aperçut, à l'angle du pont de bois, peureusement rasé contre le parapet, deux figures noires et chétives. Son cœur se serra. C'était une femme à l'air très jeune, pauvrement vêtue, la tête à demi cachée sous un lainage en loques. Et c'était un enfant, de 6 ans environ, à peine couvert, la face pâle, qui se tenait dans ses jupes. Tous les deux, les yeux fixés sur la porte de l'usine, attendaient, immobiles avec la patience morne des désespérés. Luc s'était arrêté, regardant lui aussi. Il allait être 6 heures. Le jour baissait déjà, par cette humide et lamentable soirée du milieu de septembre. On était samedi, et depuis le jeudi, la pluie n'avait pas cessé. Elle ne tombait plus, mais un vent impétueux continuait à chasser dans le ciel des nuages de suie, des haillons d'où filtrait une crépuscule sale et jaune, d'une tristesse de mort. La route, sillonnée de rails, aux gros pavés disjoints par les continuels charrois, roulait un fleuve de boue noire. Toutes les poussières délayées des houlières prochaines de Brias, dont les tombereaux défilaient sans cesse. Et ces poussières de charbon, elles avaient noirci de leur deuil la gorge entière. Elles ruisselaient en flaques sur l'amas lépreux des bâtiments de l'usine. Elles semblaient salir jusqu'à ces nuages sombres qui passaient sans fin, ainsi que les fumées. Une mélancolie de désastre soufflait avec le vent. On eût dit que ce crépuscule frissonnant et louche apportait la fin du monde. Comme Luc s'était arrêté à quelques pas de la jeune femme et de l'enfant, il entendit ce dernier qui disait, d'un air avisé et décidé déjà de petit homme. Écoute donc, ma grande, veux-tu que je lui parle, moi? Peut-être que ça le mettrait moins en colère. Mais la femme répondit. Non, non, mon frérot, ce n'est pas des affaires pour les gamins. Et ils se remirent à attendre, silencieux, de leur terre de résignation inquiète. Luc regardait l'abîme. Il avait visité par une curiosité d'homme du métier, lorsqu'il avait une première fois traversé Beauclerc au dernier printemps. Et depuis, les quelques heures d'un brusque appel de son ami Jordan l'y ramenaient. Il avait eu des détails sur l'affreuse crise que venait de traverser le pays. Une terrible grève de 2 mois, des ruines accumulées de part et d'autre, l'usine ayant beaucoup souffert de l'arrêt du travail. Les ouvriers étaient à demi morts et de faim, et dans la rage accrue de leur impuissance. C'était l'avant-veille, le jeudi seulement, que le travail avait fini par reprendre, après des concessions réciproques, furieusement débattues, arrachées à grand-peine, et les ouvriers étaient rentrés sans joie, inapaisés, comme des vaincus qu'enrage leur défaite, qui ne gardent au cœur que le souvenir de leur souffrance et l'âpre désir de les venger. Sous la fuite éperdue des nuages de deuil, l'abîme étendait la masse sombre de ses bâtiments et de ses hangars. C'était le monstre poussé là, qui avait peu à peu élargi les toits de sa petite ville, à la couleur des toitures dont les nappes s'étalaient, se prolongeaient dans tous les sens. On devinait les âges successifs des constructions. Maintenant, il tenait plusieurs hectares. Il occupait un millier d'ouvriers. Les hautes ardoises bleuâtres des grandes halles aux vitrages accouplés dominaient les vieilles tuiles noircies des installations premières. Beaucoup plus humble, par-dessus, on apercevait de la route rangée à la file les ruses géantes des fours à crémenter, ainsi que la tour à tremper, haute de 80 mètres, où les grands canons, debout et d'un jet, étaient plongés dans un bain d'huile de pétrole. Et plus haut encore, les cheminées fumaient, les cheminées de toute taille. La forêt qui mêlait son souffle de suie à la suie volante des nuages, tandis que les minces tuyaux d'échappement jetaient, à des intervalles réguliers, les panaches blancs de leur haleine stridente. On eût dit la respiration du monstre, les poussières, les vapeurs qui s'exhalaient sans cesse de lui, qui lui faisaient une continuelle nuée de sueur de sa besogne. Puis il y avait le battement de ses organes, le choc et les grondements qui sortaient de son effort, la trépidation des machines, la cadence claire des marteaux cingleurs, les grands coups rythmés des marteaux spilons, résonnant comme des cloches, et dont la terre tremblait. Et plus près, au bord de la route, au fond d'un petit bâtiment, une sorte de cave où le premier Curignon avait forgé le fer.
On entendait la danse violente et acharnée de deux martinets qui battaient là comme le pouls même du colosse, dont tous les fours flambaient à la fois dévorateurs de vie. Dans la brume crépusculaire, roussâtre et si désespérée, qui noyait peu à peu l'abîme dans une lampe électrique, n'éclairait encore les cours. Aucune lumière ne luisait aux fenêtres poussiéreuses. Seule, sortant d'une des grandes halles, par un portail béant, une flamme intense trouait l'ombre. Un long jet d'astre en fusion. Ce devait être un maître Pudler qui venait d'ouvrir la porte de son four. Et rien d'autre, pas même une étincelle perdue, ne disait l'empire du feu, le feu grondant dans cette ville assombrie du travail, le feu intérieur dont elle était tout entière embrasée, le feu dompté, asservi, pilant et façonnant le fer comme une cire molle, donnant à l'ombre la royauté de la terre, depuis les premiers Vulcains qui l'avaient conquis. Mais l'horloge du petit effroi dont la charpente surmontait le bâtiment de l'administration sonna 6 heures. Et Luc entendit de nouveau l'enfant pauvre disant de sa voix claire: « Écoute, ma grande, les voilà qui vont sortir. »« Oui, oui, je sais bien, répondit la jeune femme. Tiens-toi tranquille. » Dans le mouvement qu'elle avait fait pour le retenir, le lainage en loques s'était un peu écarté de sa face, et Luc resta surpris de la délicatesse de ses traits. Elle n'avait sûrement pas 20 ans, des cheveux blonds en désordre, une pauvre petite figure mince qui lui parut laide, avec des yeux bleus meurtris de larmes, une bouche pâle, amère de souffrance, et quel corps léger de fillette sous la vieille robe usée, et de quels bras tremblants et faibles elle serrait dans ses jupes l'enfant, le petit frère, sans doute. Blond comme elle, bien mal peigné aussi, mais d'air plus fort et plus résolu. Luc avait senti sa pitié grandir, tandis que les deux tristes êtres, méfiants, commençaient à s'inquiéter de ce monsieur qui s'était arrêté là, qui les examinait avec tant d'insistance. Elle, surtout, semblait gênée de cette attention d'un garçon de 25 ans, si grand, si beau, avec des épaules carrées et des mains larges, avec un visage de santé et de joie, dont les traits fermes étaient dominés par un front droit en forme de tour, la tour d'effromment. Elle avait détourné les yeux devant les yeux bruns du jeune homme, franchement ouverts, qui la regardait bien en face. Puis elle s'était risquée encore d'un coup d'œil furtif, et l'ayant vu alors qu'il lui souriait avec bonté, elle avait reculé un peu, dans le trouble de sa grande infortune. Il y eut une volée de cloches, un mouvement se fit dans l'abîme, et la sortie commença, des équipes de jour, que les équipes de nuit allaient remplacer. Car jamais la vie dévorante du monstre ne s'arrête, il flambe et forge jour et nuit. Pourtant les ouvriers tardèrent à paraître. La plupart avaient demandé une avance bien que le travail n'eût repris que depuis le jeudi, tant la faim était grande dans les ménages, après les 2 mois de terribles grèves. Et on les vit enfin qui sortaient, qui défilaient, un à un ou par petits groupes, la tête basse, sombre et pressée, serrant au fond de leurs poches les quelques pièces blanches si chèrement gagnées, qui allaient donner un peu de pain aux petits et à la femme. Et ils disparaissaient par la route noire. « Le voilà, ma grande, » murmura l'enfant. « Tu le vois bien, il est avec Bourron. »« Oui, oui, tais-toi. » 2 ouvriers venaient de sortir, 2 compagnons Pudler, et le premier, celui qui était avec Bourron, avait sa veste de drap jetée sur l'épaule. Âgé de 26 ans à peine, roux de cheveux et de barbe, plutôt de petite taille, mais de muscles solides, le nez recourbé sous un front proéminent, les mâchoires dures et les pommettes saillantes, portant de rire agréable, ce qui en faisait un mal à conquête. Tandis que Bourron, de 5 ans plus âgé, serré dans sa vieille veste de velours verdâtre, était un grand diable sec et maigre, dont la face chevaline, aux joues longues, au menton court, aux yeux de biais, exprimait la tranquille humeur d'un homme facile à vivre, toujours plié sous la domination de quelques camarades. D'un coup d'œil, ce dernier avait aperçu la triste femme et l'enfant, de l'autre côté de la route, à l'angle du pont de bois, et il donna un coup de coude au compagnon. « Vois donc, Ragu, la Josine et Nanette sont là. Méfie-toi si tu ne veux pas qu'ils t'embêtent. » Ragu, rageur, serra les poings. « Sacré fille, j'en ai assez, je l'ai fichu à la porte. Qu'elle me cramponne, tu vas voir. » Il semblait un peu ivre, comme la chose arrivait, les jours où il dépassait les 3 litres dont il disait avoir besoin pour que le brasier du four ne lui desséchât pas la peau.
et dans cette demi-ivresse, il cédait surtout à la vantardise cruelle de montrer à un camarade comment il traitait les filles, quand il ne les aimait plus. Tu sais, je vais te la coller au mur, j'en ai assez. Josine, avec Nanette dans ses jupes, s'était avancée doucement, peureusement. Mais elle s'arrêta, en voyant deux autres ouvriers aborder Ragu et Bourron. Ceux-là faisaient partie d'une équipe de nuit, les arrivés de Beauclerc. Le plus âgé, Fauchard, un garçon de 30 ans qui en paraissait 40, était un arracheur, ruiné déjà par le travail vorace, la face bouillie, les yeux brûlés, son grand corps cuit et comme noué par l'ardeur des fours à creuset, d'où il tirait le métal en fusion. L'autre, Fortuné, son beau-frère, un garçon de 16 ans, à qui l'on aurait donné à peine 12, les cheveux décolorés, semblait n'avoir plus grandi, hébété, mangé par sa besogne machinale à manœuvre, assis dans la manette de mise en marche d'un marteau singulier, dans l'ahurissement de la fumée et du vacarme qui l'aveuglait et l'assourdissait. Fauchard avait au bras un vieux panier d'osier noir, et il s'était arrêté, pour demander aux deux autres de sa voix sourde. « Est-ce que vous savez passer ?» Il voulait savoir ce qu'ils avaient passé à la caisse, s'ils venaient de toucher une avance. Et lorsque Ragu, sans répondre, eut simplement tapé sur sa poche, où des pièces de 100 sous sonnèrent, il eut un geste d'attente désespéré. Tonnerre de bon Dieu, dire qu'il faut que je me serre le ventre jusqu'à demain matin, et que cette nuit je vais encore crever de soif, à moins que ma femme tout à l'heure ne fasse le miracle de m'apporter ma ration. Sa ration, à lui, était de 4 litres par journée, ou par nuit de travail, et il disait que ça suffisait bien juste à lui humecter le corps, tellement les fours lui tiraient l'eau et le sang de la chair. Il avait eu un regard désolé sur son panier vide, où ne ballottait qu'un morceau de pain. Quand il n'avait pas ses 4 litres, c'était la fin de tout. L'agonie noire dans le travail écrasant devenu impossible. Bah, dit complaisamment Boulon, ta femme va ne pas te lâcher. Il n'y a pas sa pareille pour décrocher le crédit. Mais tous les quatre, arrêtés dans la boue gluante du chemin, se turent et saluèrent. Luc venait de voir s'avancer sur le trottoir, assis au fond d'une petite voiture, qu'un domestique poussait, un vieux monsieur à la face large, aux grands traits réguliers, encadré de longs cheveux blancs, et il y avait reconnu Jérôme Curignon. Monsieur Jérôme, comme tout le pays l'appelait, le fils de Blaise Curignon, l'ouvrier et tireur fondateur de l'abîme. Très âgé, devenu paralytique, il se faisait ainsi promener par tous les temps sans une parole. Ce soir-là, comme il passait devant l'usine pour rentrer chez sa fille, à la Gardache, une propriété du voisinage, il avait d'un simple signe donné l'ordre au domestique de ralentir, et de ses yeux restés clairs, vivants et profonds, il regardait longuement le monstre en travail. Les ouvriers de jour qui sortaient et les ouvriers de nuit qui entraient, sous le louche crépuscule tombant du ciel livide, sali de la fuite éperdue des nuages, puis son regard s'arrêta sur la maison du directeur, une bâtisse carrée au milieu d'un jardin qu'il avait lui-même fait construire 40 ans plus tôt, et où il avait régné en roi conquérant, gagnant des millions. Ce n'est pas monsieur Jérôme qui est embarrassé pour son vin ce soir, avait repris Bourron ricané à voix plus basse. Ragu haussa les épaules. Vous savez que mon arrière-grand-père était le camarade du père de monsieur Jérôme ? 2 ouvriers parfaitement, et qui étiraient ici le fer ensemble, et la fortune pouvait tout aussi bien venir à un Ragu qu'à Curignon. C'est la chance quand ce n'est pas le vol. Tais-toi donc, murmura de nouveau Bourron. Tu vas te faire arriver des histoires. La crânerie de Ragu tomba. Et comme monsieur Jérôme, en passant devant le groupe, regardait les 4 hommes de ses grands yeux fixes et limpides, il salua de nouveau avec le respect peureux de l'ouvrier, qui veut bien crier contre le patron, mais qui a le long esclavage dans le sang, et qui tremble devant le Dieu souverain, dont il attend toute vie. Lentement, le domestique poussait la petite voiture, et monsieur Jérôme disparut par la route noire encombrant Beauclerc. Bah, conclut philosophiquement Fauchard, il n'est pas si heureux dans sa roulante, et puis s'il comprend encore, ça n'a pas été si drôle pour lui, les affaires qui se sont passées. Chacun a ses peines. Ah, tonnerre de bon Dieu, pourvu seulement que Nathalie m'apporte mon vin. Et il entra dans l'usine, emmenant le petit fortuné qui, l'air hébété, n'avait rien dit. Leurs épaules déjà lasses se perdirent dans l'ombre croissante, dont le flot noyait les bâtiments, tandis que Ragu et Bourron se remettaient en marche, l'un débauchant l'autre, l'emmenant vers quelque cabaret de la ville. On pouvait bien boire un coup et rire un peu après tant de misère.
Alors, Luc, qu'une curiosité apitoyée avait fait rester là, adossé au parapet du pont, vit Josine marcher de nouveau à petits pas, chancelant pour barrer la route à Ragut. Un instant, elle avait dû espérer qu'il prendrait le pont et rentrerait chez lui, car c'était la route directe du vieux Beauclerc, un amas sordide de l'abîme, mais qu'elle eut compris qu'il descendait vers le beau quartier, elle fut envahie par la certitude de ce qui allait arriver. Le cabaret, la paix bu, la soirée passée encore à attendre, mourante de faim, avec son petit frère au vent aigre de la rue. Et la souffrance, la colère brusquement lui donnèrent un tel courage qu'elle vint de se planter, elle si chétive et si lamentablement devant l'homme. Auguste, dit-elle, sois raisonnable. Tu ne peux pas me laisser dehors. Il ne répondit pas, voulut passer outre. Si tu ne rentres pas tout de suite, donne-moi au moins la clé. Depuis ce matin, nous sommes à la rue. Nous n'avons pas mangé une bouchée de pain. Du coup, il éclata. Fiche-moi la paix, hein. As-tu fini de me cramponner? Pourquoi as-tu emporté la clé ce matin? Je ne te demande que de me donner la clé. Tu rentreras quand tu voudras. Voici la nuit. Tu ne veux pas que nous couchions sur le trottoir. La clé, je ne l'ai pas et je l'aurai que je ne te la donnerai pas. Comprends donc que j'en ai assez, que je ne te veux plus, que c'est trop d'avoir crevé 2 mois la faim ensemble, que tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Il lui criait cela dans la figure, violemment, sauvagement, et elle, la pauvre petite, frémissait toute sous l'injure, tandis qu'elle s'obstinait avec douceur, avec l'acharnement résigné des misérables qui sentent la terre s'abîmer sous eux. Oh, tu es méchant, tu es méchant. Ce soir, quand tu rentreras, nous causerons. Je m'en irai demain, s'il le faut. Mais aujourd'hui encore, donne-moi la clé. Alors l'homme fut pris d'une rage. Il la bouscula et la jeta de côté d'un geste brutal. Sacré bon Dieu, la route n'est donc plus à tout le monde. Va te faire fiche où tu voudras. Je te dis que c'est fini. Et comme le petit Nanette, en voyant sa grande sœur éclater en sanglots, s'avançait de son air décidé avec sa tête rose aux blonds cheveux embroussaillés. Ah, le môme à présent, toute la famille sur mes bras. Attends, vaurien, je vais te mettre mon pied quelque part. Vivement, Josine avait ramené Namette contre elle. Et tous deux restèrent là, plantés dans la boue noire, grelottant de leur désastre, tandis que les deux ouvriers continuaient leur route, disparaissaient au milieu des ténèbres, accrues du côté de Beauclerc, dont les lumières commençaient à s'allumer une à une. Bourron, brave homme au fond, avait eu un mouvement pour intervenir, puis, par forfanterie, sous l'ascendant du camarade Beaumal et Noirceur, il avait laissé faire. Et Josine, après avoir hésité un instant, s'être demandé à quoi bon les suivre, se décida. Quand ils eurent disparu, s'entêta en désespéré. Lentement, elle descendit derrière eux, traînant son petit frère par la main, filant le long des murs, prenant toutes sortes de précautions, comme s'ils avaient pu la voir et la battre, pour l'empêcher de s'attacher à leurs pas. Luc, indigné, avait failli se jeter sur Ragut et le corriger. Ah, cette misère du travail! L'homme changé en loup par la besogne, écrasante, injuste par le pain si dur à gagner, et que la faim se dispute. Pendant les 2 mois de grève, on s'était arraché les miettes, dans les aspirations voraces des querelles quotidiennes. Puis, au jour de la première paye, l'homme courait à l'étourdissement de l'alcool retrouvé, laissait dehors la compagne des souffrances, femme légitime ou fille séduite. Et Luc revivait les 4 années qu'il venait de passer dans un faubourg, déjà, de Paris, dans une de ces grandes bâtisses empoisonnées, où la misère ouvrière sanglote et se bat à tous les étages. Que de drames il avait vu, que de douleurs il avait tenté vainement d'apaiser. L'effrayant problème des hontes et des tortures du salariat s'était souvent imposé à lui. Il avait sondé à fond l'iniquité atroce, l'effroyable cancre qui achève de ronger la société actuelle, passant des heures de fièvre généreuse à rêver au remède, se brisant toujours contre le mur d'airain des réalités existantes. Et voilà que, le soir brusquement, même du jour où il revenait de Beauclerc, amené par un brusque incident, il retombait sur cette scène sauvage, cette triste et pâle créature jetée à la rue, mourante de faim par la faute du monstre dévorateur dont il attendait le feu intérieur gronder et s'échapper en fumée de deuil, sous le ciel tragique. Une rafale passa, quelques gouttes de pluie volèrent dans le vent qui se lamentait. Luc était resté sur le pont, la face tournée vers Beauclerc, tâchant de reconnaître le pays à la lueur mourante tombée des nuages dessus. À sa droite, il avait l'abîme, dont les bâtiments bordaient la route de Brias. Sous lui roulait la Mione, tandis que plus haut, sous un remblai, à sa gauche, passait le chemin de fer de Brias à Magnoles. Et tout le fond de la gorge était ainsi occupé entre les derniers escarpements des monts Bleuses
à l'endroit où il s'élargissait, pour s'ouvrir sur l'immense plaine de la Romagne. C'était dans cette sorte d'estuaire au débouché de ravins sur la plaine que Beauclerc étageait ses maisons. Une misérable bourgade de masures ouvrières, que prolongeait un terrain plat, une petite ville bourgeoise où était la sous-préfecture, la mairie, le tribunal et la prison, tandis que l'église ancienne, dont les vieux murs menaçaient de crouler, se trouvait à cheval entre la cité neuve et le vieux bourg. Ce chef-lieu d'arrondissement ne comptait guère que 6000 âmes, sur lesquelles près de 5000 étalaient de pauvres âmes obscures dans les corps de la souffrance, broyées et déjectées par l'inique travail. Et Luc acheva de se reconnaître, lorsqu'il aperçut au-delà de l'abîme le haut fourneau de la crècherie, à mi-rampe du promontoire des Monts Bleuses, dont il distinguait encore le profil sombre. Le travail, qui donc le relèverait, qui donc le réorganiserait selon la loi naturelle de vérité et d'équité, pour lui rendre son rôle de toute-puissance, noble et régulatrice, en ce monde, et pour que les richesses de la terre fussent justement réparties, réalisant enfin le bonheur dû à tous les hommes. Bien que la pluie eût de nouveau cessé, Luc finit par redescendre lui aussi vers Beauclerc. Des ouvriers sortaient encore de l'abîme. Il marcha parmi eux, dans cette reprise rageuse du travail, à la suite des désastres de la grève. Une telle tristesse de révolte et d'impuissance l'avait envahi, qu'il serait réparti le soir, à l'instant même, s'il n'avait craint de fâcher Jordan. Celui-ci, le maître de la crècherie, était dans un grand embarras, depuis la mort subite du vieil ingénieur qui dirigeait son haut fourneau, et il avait écrit à Luc, l'appelant pour qu'il examinât les choses et qu'il lui donnât un bon conseil. Puis, comme le jeune homme accourait, par affection, il venait de trouver une autre lettre, où Jordan lui contait toute une catastrophe, la brusque fin tragique d'un cousin à Cannes, qui l'obligeait à partir sur-le-champ, à s'absenter 3 jours avec sa sœur. Il le suppliait de les attendre jusqu'au lundi soir, de s'installer dans un pavillon qu'il mettait à sa disposition, où il vivrait comme chez lui. Luc avait donc 2 jours à perdre encore, et désœuvré, jeté ainsi dans cette petite ville qu'il connaissait à peine. Il était sorti pour flâner ce soir-là. Il avait même dit au domestique chargé de le servir qu'il ne rentrerait pas dîner, se proposant de manger n'importe où, dans quelque cabaret, passionné toujours des mœurs populaires, aimant à voir, à comprendre et à s'instruire. Des réflexions nouvelles l'envahirent, pendant que, sous la tempête effarée du ciel, il marchait dans la boue noire, au milieu du lourd piétinement des ouvriers harassés et silencieux. Il eut honte de sa faiblesse sentimentale. Pourquoi donc serait-il parti, lorsqu'il se retrouvait là, si poignant, si aigu, le problème dont la solution le hantait? Il ne devrait pas fuir le combat. Il amasserait les faits. Il découvrirait peut-être enfin la voie certaine dans l'obscure confusion où il se cherchait encore. Fils de Pierre et Marie Froment, il avait, comme ses 3 frères, Mathieu, Marc et Jean, appris un métier manuel. En dehors de ses études spéciales d'ingénieur, il était tailleur de pierre, architecte constructeur, bâtisseur de maisons, et s'étant plu à travailler de son état, aimant à faire des journées dans les grands chantiers parisiens, il n'ignorait rien des drames du travail actuel. Il rêvait fraternellement d'aider au triomphe pacificateur du travail de demain. Mais que faire? Où porter son effort? Par quelle réforme commencer? Comment accoucher de la solution imprécise et flottante dont il se sentait gros? Plus grand, plus fort que son frère Mathieu, avec son visage ouvert d'homme d'action, avec son front en forme de tour, son haut cerveau toujours en gésine, il n'avait jusque-là embrassé que le vide, de ses 2 grands bras, impatients de créer, de construire un monde. Un brusque coup de vent passa, un vent d'ouragan qui l'emplit d'un frisson sacré. Était-ce donc en Messie qu'une force ignorée le faisait tomber dans ce coin de pays douloureux pour la mission rêvée de délivrance et de bonheur? Lorsque, relevant la tête, Luc se dégagea de ses réflexions vagues, il s'aperçut qu'il était rentré dans Beauclerc. 4 grandes voies aboutissant à une place centrale, la place de la mairie, couplant la ville en 4 quartiers à peu près égales. Et chacune de ces rues porte le nom de la cité voisine où elle conduit. La rue de Brias au nord, la rue de Sancron à l'ouest, la rue de Magnol à l'est, la rue de Formerie au sud. La plus populaire, la plus encombrée avec ses boutiques débordantes, est la rue de Brias, dans laquelle il se trouvait. Car toutes les fabriques sont là, voisines, dégorgeant à chaque sortie le flot sombre des travailleurs. Justement, comme il arrivait, la grande porte de la cordonnerie Gourrier, appartenant au maître de la ville.
s'ouvrit, la bousculade de ces 500 ouvriers, parmi lesquels on comptait plus de 200 femmes et enfants. Puis, c'était dans des rues à côté, l'usine Chaudorge où l'on ne fabriquait que des clous. L'usine Auxerre, une forge qui livrait plus de 100 000 faux et serpes par an. L'usine Mirande, une maison qui construisait également des machines agricoles. Toutes avaient souffert de la grève de l'abîme, et elles s'approvisionnaient de fer et d'acier, la matière première. La détresse, la faim avaient passé par toutes, et la population hâve et maigrie, dont elle inondait le pavé boueux, gardait des yeux de rancune, des bouches de mouettes révoltes dans l'apparente résignation du troupeau qui se pressait et piétinait. La rue en était noire, sous les rares becs de gaz dont les flammes jaunes vacillaient au vent, et ce qui achevait de barrer la circulation, c'étaient les ménagères, ayant enfin quelques sous, courant chez les fournisseurs, se donnant le régal d'un gros pain et d'un peu de viande. Luc eut cette sensation qu'il se trouvait dans une ville assiégée, au soir de la levée du siège. Des gendarmes allaient et venaient parmi la foule, toute une force armée, qui surveillait de près les habitants, comme dans la crainte de la reprise des hostilités, d'une brusque fureur, renaissant des souffrances, cuisantes encore, achevant de saccager la ville, en une crise dernière de destruction. Le patronat, l'autorité bourgeoise, avait pu avoir raison des salariés, mais les esclaves domptés restaient si menaçants, dans leur silence passif, qu'une affreuse amertume empoisonnait l'air, et qu'on y sentait souffler tous les froids des vengeances, des grands massacres possibles. Un grondement indistinct sortait de ce troupeau qui défilait, écrasé, impuissant, et l'éclair d'une arme, les galons d'un uniforme, çà et là, dans les groupes, disaient la peur inavouée des maîtres. Suant de leur victoire, derrière les épais rideaux des maisons oisives, la foule noire des travailleurs, des mœurs de faim, défilait toujours, se bousculait, se taisait, la tête basse. Tout en continuant sa flânerie, Luc se mêlait au groupe, s'arrêtait, écoutait, étudiait. Et il fit ainsi une halte devant une grande boucherie, largement ouverte en plein milieu de la rue, au plein air de la rue, et dont les becs de gaz flambaient parmi les viandes saignantes. Dacheux, le maître boucher, un gros homme apoplectique, aux gros yeux à fleur de tête, dans une face courte et rouge, était là, sur le seuil, à surveiller la marchandise empressée avec les bonnes des maisons cossues, soupçonneux dès qu'une ménagère pauvre entrait. Depuis un instant, il guettait à la porte, une grande blonde mince, l'air misérable, pâle et dolente, d'une jeunesse couperosée, flétrie déjà, qui traînait un bel enfant de 4 à 5 ans, et qui avait au bras un lourd panier, d'où sortaient les goulots de 4 litres. Il avait reconnu la Fauchard, qu'il était là de décourager dans ses continuelles demandes de petits crédits, et comme elle se décidait à entrer, il lui barra presque le passage. « Que voulez-vous encore, vous ?» Monsieur Dacheux, bégaya Nathalie, si c'était en effet de votre bonté, vous savez que mon mari est rentré à l'usine. Il touchera demain matin un acompte. Alors monsieur Cafiot a bien voulu m'avancer les 4 litres que j'ai là. Et si c'était un effet de votre bonté, monsieur Dacheux, de m'avancer un peu de viande, rien qu'un peu de viande. Le boucher s'emporta, tempêta dans le flot de sang qui lui monta au visage. Non, je vous ai déjà dit que non. Votre grève, elle a failli me ruiner. Comment serais-je assez bête pour être avec vous autres? Il y en aura toujours de trop des ouvriers feignants qui empêchent les honnêtes gens de faire leurs affaires. Quand on ne travaille pas assez pour manger de la viande, on n'en mange pas. Il s'occupait de politique, était avec les riches, les forts, très redoutés, bornés et sanguinaires, et ce mot, la viande, prenait dans sa bouche une importance considérable, aristocratique, la viande sacrée, la nourriture de luxe réservée aux heureux lorsqu'elle devrait être à tous. Vous êtes déjà en retard de 4 francs, de l'été dernier, reprit-il. Il faut que je paye, moi. Nathalie s'effondrait, insistait, d'une voix basse, et pleurait. Mais il se passa un fait qui acheva sa déroute. Madame Dacheux, une petite femme laide, noire et insignifiante qui, disait-on, arrivait quand même à faire son mari abominablement cocu, s'était avancée avec sa fillette Julienne. Un enfant de 4 ans, saine, grasse, d'une gaieté blonde épanouie. Et les 2 enfants s'étant éperçus, le petit Louis Fauchard avait commencé par rire dans sa misère, tandis que l'opulente Julienne, amusée, n'ayant sans doute pas encore conscience des inégalités sociales, s'approchait, lui prenait les mains, si bien qu'il y eut un brusque joujou, dans l'enfantine allégresse de la réconciliation future. « Sacrée gamine !» s'écria Dacheux hors de lui. « Il est toujours dans mes jambes. Veux-tu bien l'asseoir ?» Puis, se fâchant contre sa femme, il la renvoya brutalement à son comptoir, en lui disant qu'elle ferait mieux de veiller sur sa caisse, pour qu'on ne la volât pas.
comme on l'avait volé l'avant-veille, et il continua, s'adressant à toutes les personnes qui se trouvaient dans la boutique, hantées par ce vol dont il ne cessait de se plaindre et de s'indigner depuis 2 jours. Parfaitement, une espèce de pauvresse qui s'était introduite et qui a pris 100 sous dans la caisse, pendant que madame Daucheux regardait rire les mouches. Elle n'a pas pugné, elle avait encore les 100 sous dans la main, et ce que je vous l'ai fait coffrer, elle est à la prison. C'est effrayant, effrayant. On nous volera, on nous pillera. Bientôt, si nous n'y mettons pas bon ordre. Et ses regards soupçonneux surveillaient la viande, s'assuraient que des mains d'affamées d'ouvrières sans travail n'en volaient pas des morceaux à l'étalage, comme elles voleraient l'or précieux, l'or divin, dans la sébile des changeurs. Luc vit alors la fauchard prendre peur et se retirer, avec la vague crainte que le boucher n'appelât un gendarme. Un moment, elle resta immobile avec son petit Louis, au milieu de la rue, dans la bousculade, devant une belle boulangerie ornée de glaces, gaiement éclairée, qui se trouvait là, en face de la boucherie, et dont une des vitrines, ouvertes, libres, étalait sous le nez des passants des gâteaux et de grands pains dorés. La mère et l'enfant, tombés en contemplation, regardaient les pains et les gâteaux. Et Luc, les oubliant, s'intéressa à ce qui se passait dans la boulangerie. Une voiture venait de s'arrêter à la porte. Un paysan en était descendu, avec un petit garçon de 8 ans et une fillette de 6. Au comptoir était la boulangère, la belle madame Mitaine, une forte blonde restée superbe à 35 ans, et dont tout le pays avait été amoureux, sans qu'elle eût cessé d'être fidèle à son mari. Un homme maigre, silencieux et blême, qu'on voyait rarement, toujours à son pétrin ou à son four. Près d'elle, sur la banquette, son fils Évariste se trouvait assis, un garçonnet de 10 ans, déjà grand, blond comme elle et d'un visage aimable aux yeux tendres. Tiens, madame l'enfant, comment allez-vous? Et voilà votre Arsène et votre Olympe. Et on n'a pas besoin de vous demander s'il se porte bien. Le paysan, âgé de 30 ans et quelques années, avait une face large et calme. Il ne se pressa pas, finit par répondre de son ton réfléchi. Oui, oui, la santé est bonne, ça ne va pas trop mal aux Combette. C'est la terre qui est la plus malade. Je ne pourrai pas vous fournir le son que je vous avais promis, madame Mitaine. Tout a coulé, et comme je suis venu à Beauclerc ce soir avec la voiture, j'ai voulu vous prévenir. Il continua de toute sa rancœur. La terre ingrate qui ne nourrissait plus le travailleur, qui ne payait plus les frais de fumier et de semences. Et la belle boulangère, apitoyée, hochait doucement la tête. C'était bien vrai, il fallait maintenant beaucoup de travail pour pas beaucoup de contentement. Personne ne mangeait plus à sa faim. Elle ne s'occupait pas de politique, mais que les choses tournaient mal, mon Dieu. Ainsi, pendant cette grève, cela lui crevait le cœur de savoir que de pauvres gens se couchaient, sans avoir seulement une croûte, lorsque sa boutique était pleine de pain. Mais le commerce était le commerce, n'est-ce pas? On ne pouvait pas donner le marchandise, d'autant plus qu'on aurait l'air d'encourager la révolte. Et l'enfant approuvait. Oui, oui, chacun son bien. C'est légitime qu'on gagne sur les choses quand on a pris la peine. Mais tout de même, il y en a qui veulent gagner trop. Évariste, que la vue d'Arsène et d'Olympe intéressait, s'était décidé à quitter le comptoir, pour leur faire les bonheurs de la boutique. Et, en grand garçon de 10 ans, il souriait avec complaisance à la fillette de 6, dont la grosse tête ronde et gaie devait l'amuser. Donne-leur donc un gâteau à chacun, dit la belle madame Mitaine, qui gâtait beaucoup son fils et qui l'élevait tendrement. Et comme Évariste commençait par Arsène, elle se récria, elle plaisanta. Mais on est galant, mon chéri, on donne d'abord aux dames. Alors Évariste et Olympe, confus, s'égayèrent tout de suite, camarades. Ah, ces chers petits, c'était ce qu'il y avait de meilleur dans l'existence. S'ils étaient sages, un jour, ils ne se dévoreraient plus, comme les gens d'aujourd'hui, et l'enfant s'en alla, en disant qu'il espérait tout de même apporter le son, mais plus tard. Madame Mitaine, qui l'avait accompagné jusqu'à la porte, le regarda monter en voiture et redescendre la rue de Brias. Ce fut à ce moment que Luc remarqua madame Fauchard, tout d'un coup résolue, traînant son petit Louis, osant aborder la boulangère. Elle balbutia quelques mots, qu'il ne put entendre. La demande d'un nouveau crédit sans doute, car tout de suite la belle madame Mitaine rentra, avec un geste de consentement, et lui remit un grand pain, que la malheureuse se hâta d'emporter, serré contre sa maigre poitrine. Dacheux, dans son exaspération soupçonneuse, venait de suivre la scène de l'autre trottoir. Il cria. Vous vous ferez voler. On vient encore de voler des boîtes de sardines chez Cafio. On vole partout. Bah répondit gaiement madame Mitaine. Revenu sur le seuil de sa boutique, on ne vole que les riches. Lentement, Luc continua de descendre la rue de Brias, dans le piétinement de troupeaux sans cesse grossi. Il lui semblait maintenant qu'une terreur passait, qu'un souffle de violence allait emporter cette foule assombrie et muette.
Puis, comme il arrivait à la place de la mairie, il retrouva la voiture de l'enfant, arrêtée au coin de la rue, devant une quincaillerie, une sorte de bazar, qui tenait les époux Labocque, et les portes s'ouvrant en large baie, il entendit un violent marchandage entre le paysan et la quincailler. Ah, bon sang, vous les vendez au poids de l'or, vos bêches. Voilà encore que vous augmentez celle-ci de 2 francs. Dame, monsieur l'enfant, il y a eu cette maudite grève, et ce n'est pas notre faute, à nous, si les usines n'ont pas travaillé, et si tout a renchéri. Je paye les fers plus cher, et il faut bien que je gagne dessus. Que vous gagnez, oui, mais pas que vous le doubliez le prix des choses. Vous faites un de commerce, on ne pourra bientôt plus acheter un outil. Ce Laboc était un petit homme maigre et sec, au nez et aux yeux de furet, très actif, et il avait une femme de sa taille, vive, noire, d'une âpreté aux gains prodigieuse. Toutes deux avaient commencé dans les foires, colportant, traînant dans une voiture des pioches, des râteaux, des scies, et depuis 10 ans qu'ils avaient ouvert là une étroite boutique, ils étaient parvenus à l'élargir d'année en année. Ils se trouvaient maintenant à la tête d'un vaste commerce, intermédiaire entre les usines du pays et les consommateurs, revendant avec de gros gains les fers marchands de l'abîme, les clous de Chaudorge, les faux et les serpes des Haussées, les machines et les outils agricoles des Mirandes. Toute une déperdition de force et de richesse s'engouffrait chez eux, dans leur honnêteté relative de commerçants qui volaient selon usage avec la joie chaude chaque soir lorsqu'ils faisaient leur caisse de l'argent ramassé prélevé sur les besoins des autres. Des rouages inutiles qui mangeaient de l'énergie et dont grinçait la machine en train de se détraquer. Alors, pendant que le paysan et le quincailler se querellaient furieusement à propos d'un rabais de 20 sous, Luc remarqua de nouveau les enfants. Il y en avait 2 dans la boutique. Un grand garçon de 12 ans, Auguste, l'air réfléchi, qui était en train d'apprendre une leçon, et une fillette de 5 ans, à peine. Eulalie, très sagement assise sur une petite chaise, l'air grave et doux, comme si elle eût jugé les gens qui passaient. Dès la porte, elle s'était intéressée à Arsène l'enfant, le trouvant à son goût, sans doute, l'accueillant de son air de petite personne bienveillante. Et la rencontre, fut au complet, lorsqu'une femme entra, en amenant un 5e enfant, la femme du pudeleur Bourron, Babette, toute ronde et toute fraîche, dans sa gaieté que rien n'entamait, et qui avait à la main sa fillette Marthe, une bambine de 4 ans, aussi grasse, aussi réjouie qu'elle. Tout de suite, d'ailleurs, celle-ci lui lâcha la main, courut à Auguste Labocque qu'elle devait connaître. Babette coupa court au marchandage du paysan et du quincailler qui tombèrent d'accord, en partageant les 20 sous. Elle rapportait une casserole achetée la veille. Elle fuit, monsieur Labocque, je m'en suis aperçu en la mettant sur le feu. Je ne suis pourtant pas gardé une casserole qui fuit. Et pendant que Labocque l'examinait, maugréant puis se décidant à faire l'échange, madame Labocque parla de ses enfants, de vrais pots, qui ne bougeaient pas de la journée. L'une sur sa chaise, l'autre le nez dans ses livres. Bien qu'on aurait raison de leur gagner de l'argent, car ils ne ressemblaient guère à leur père et à mère. Ils ne partaient pas pour en gagner beaucoup, sans entendre. Auguste Labocque souriait à madame Bourron, sans entendre. Eulalie Labocque tendait sa petite main à Arsène l'enfant, tandis que l'autre, l'enfant, Olympe, achevait d'un air songeur le gâteau que la petite mitaine lui avait donné. Et cela était très gentil, très doux, une bonne et fraîche odeur d'espoir en 2 mains, dans le souffle cuisant de haine et de lutte qui embrassait la rue. Si vous croyez qu'on gagne avec des histoires pareilles, reprit Labocque, en remettant une autre casserole à Babette, il n'y a plus de bons ouvriers, tous sabotent la besogne. Et ce qu'il y a de coulage dans une maison comme la nôtre, entre qui veut, on est comme à la foire, d'empoigne avec ses étalages sur la rue. Cet après-midi, on nous a encore volé. L'enfant, qui payait lentement sa bêche, s'étonna. Alors, c'est vrai ces vols dont on parle? Comment si c'est vrai? Ce n'est pas nous qui volons, ce sont les autres qui nous volent. Ils sont restés 2 mois en grève, et n'ayant pas de quoi acheter, ils volent ce qu'ils peuvent. Là, tenez, dans cette case, il y a 2 heures, on m'a volé des couteaux et des tranchets. Ce n'est guère rassurant. Et il eut un geste de soudaine inquiétude, une pâleur, un frisson, en montrant la rue menaçante, emplie de la sombre foule, comme s'il avait craint une brusque ruée, un envahissement qui l'aurait dépossédé en balayant le marchand et le propriétaire. Des couteaux et des tranchets, répéta Babette avec son continuel rire. Ça ne se mange pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fiche? C'est comme Cafio en face, qui se plaint qu'on lui a volé une boîte de sardines, quelque gamin qui aura voulu y goûter. Elle était toujours contente, toujours certaine que les choses finiraient bien. Ce Cafio, en voilà un que les ménagères auraient dû maudire. Elle venait d'y voir entrer Bourron, son homme, avec Ragout,
c'était pour sûr une pièce de 100 sous qu'il allait casser là. Mais quoi, il était naturel qu'un homme s'amusât un peu, après avoir tant peiné, et elle reprit la main de sa fillette Marthe. Elle s'en alla, heureuse de la belle casserole neuve. Voyez-vous, continua d'expliquer la Boque au paysan, il faudra de la troupe. Moi, je suis pour qu'on donne une bonne leçon à tous ces révolutionnaires. Nous avons besoin d'un gouvernement solide, qui tape dur, afin de faire respecter ce qui est respectable. L'enfant hocha la tête. Son bon sens soupçonneux, hésitant à se prononcer, il partit, emmena Arsène et Olympe en disant pourvu que ça ne finisse pas très mal, ces histoires entre bourgeois et ouvriers. Depuis un instant, Luc examinait la maison Caffio, qui occupait, en face, l'autre coin de la rue de Brias et de la place de la mairie. Les Caffio n'avaient d'abord tenu là qu'une boutique d'épicerie, très prospère aujourd'hui, avec son étalage de sacs ouverts, de boîtes de conserve empilées, de toutes sortes de comestibles entassés, que des filets protégeaient contre les mains agiles des maraudeurs. Puis l'idée leur était venue d'y joindre un commerce de débit de vin, restaurant où ils faisaient des affaires d'or. Les usines voisines, l'abîme surtout, consommaient une quantité d'alcool effroyable. Un défilé ininterrompu, d'ouvriers ne cessait d'entrer, de sortir, surtout les samedis de paie. Beaucoup s'y oubliaient, mangeaient là, n'en sortaient qu'ivres-morts. C'était le poison, l'entre-empoisonneur où les plus forts laissaient leur tête et leurs bras. Aussi, Luc eut-il tout de suite l'idée d'entrer pour savoir ce qui s'y passait. Et c'était bien simple, il n'avait qu'à y dîner, puisqu'il devait dîner dehors. Que de fois, à Paris, sa passion de connaître le peuple, de descendre au fond de toutes ses misères et de toutes ses souffrances, l'avait fait s'attarder des heures dans les pires bouges. Tranquillement, Luc s'installa dans une des petites tables, près du vaste comptoir d'étain. La salle était grande, une douzaine d'ouvriers consommaient debout, tandis que des autres, attablés, buvaient, criaient, jouaient aux cartes, dans l'épaisse fumée des pipes, où les becs de gaz ne faisaient plus que des taches rouges. Et dès le premier regard, il reconnut à une table voisine Ragu et Bourron, face à face, se parlant violemment dans le nez. Ils avaient dû commencer par boire un litre, puis ils s'étaient fait servir une omelette, des saucisses, du fromage, de sorte que, les litres se succédant, ils étaient très ivres. Mais ce qui intéressa surtout Luc, ce fut la présence de Caffio, debout près de leur table, causant. Lui avait commandé une tranche de bœuf rôti, et il mangeait, il écoutait. Ce Caffio était un gros homme, gras et souriant, à la face paterne. Quand je vous dis que, si vous aviez résisté 3 jours de plus, vous auriez eu les patrons à votre merci, pieds et poings liés. Sacré bon Dieu, vous n'ignorez pas que je suis avec vous autres, moi. Ah oui, ce ne sera pas trop tôt, lorsque vous m'aurez fichu par terre tous ces bougres d'exploiteurs. Ragu et Bourron, très excités, lui tapèrent sur les bras. Oui, oui, il le connaissait, il savait bien qu'il était un bon, un solide. Mais tout de même, c'est trop dur à supporter, la grève, et il faut mieux que ça finisse par finir. Les patrons seront toujours les patrons, bégaya Ragu. Alors quoi? Faut bien les accepter, en donnant le moins possible de pour leur argent. Encore un litre, père Caffio, vous allez boire avec nous. Caffio ne dit pas non. Il s'installa. Il était pour les idées violentes, parce qu'il avait remarqué que son établissement, après chaque grève, s'était élargi. Rien n'altérait comme les querelles, l'ouvrier exaspéré se jetait dans l'alcool. L'oisiveté rageuse habituait les travailleurs en cabaret. Et d'ailleurs, en temps de crise, il savait être aimable. Il ouvrait de petits crédits aux ménagères. Il ne refusait pas un verre de vin aux hommes, certains qu'ils seraient payés, se créant une réputation de brave cœur, poussant à l'exécrable consommation du poison qu'il débitait. Certains disaient pourtant que Caffio, avec ses allures cafardes, était un traître, un mouchard des patrons de l'abîme, qu'il l'aurait recommandité pour faire causer les hommes, en les empoisonnant. Et c'était la perdition fatale, le salariat misérable sans plaisir ni joie qui nécessitait le cabaret, et le cabaret qui achevait de pourrir le salariat. Mauvais homme, un mauvais lieu, une boutique de misère à raser et à balayer. Luc fut un instant distrait de la conversation voisine, en voyant la porte intérieure de l'épicerie s'ouvrir et une jolie fillette d'une quinzaine d'années paraître. C'était Honorine, la fille des Caffio, petite, brune, fine, avec de beaux yeux noirs. Elle ne restait jamais dans le débit de vin, elle servait à l'épicerie. Et elle se contenta d'appeler sa mère, qui était au grand comptoir d'étain, une grosse femme souriante et paterne comme son mari. Tous ces commerçants si âpres, tous ces fournisseurs égoïstes et durs avaient de bien beaux enfants. Et ces enfants deviendraient-ils donc éternellement aussi âpres, aussi durs et égoïstes?
Soudain, Luc eut comme une vision délicieuse et triste, au milieu des odeurs empestées, dans la fumée épaissie des pipes, dans les éclats d'une rixe qui venait d'éclater devant le comptoir. Josine était là, debout, tellement vague et noyée, qu'il ne la reconnut pas d'abord. Elle avait dû entrer furtivement, en laissant Nanet à la porte. Tremblante, hésitant encore, elle se tenait derrière Ragu, qui ne la voyait pas, ayant le dos tourné. Et Luc put l'examiner un instant, si frêle dans sa pauvre robe, le visage si doux, si perdu d'ombre, sous le fichu en loques. Mais un détail qu'il n'avait pas remarqué, là-bas, devant l'abîme, le frappa. La main droite s'était dégagée des jupes, et elle apparaissait fortement bandée d'un linge emmailloté jusqu'au poignet, sans doute un pansement à quelque blessure. Josine, enfin, prit tout son courage. Elle avait dû descendre jusqu'à chez Caffio, regarder à travers les vitres, apercevoir Ragu attablé, et elle s'avança de son petit pas défaillant. Elle lui posa sa petite main de fillette sur l'épaule, mais lui, dans l'ivresse qui le brûlait, ne la sentit même pas, et elle finit par le secouer, jusqu'à ce qu'il se retournât. Tonnerre du Dieu, c'est encore toi. Qu'est-ce que tu viens fiche ici? Il avait donné un tel coup de poing sur la table que les verres et les litres dansèrent. Il faut bien que j'y vienne, puisque tu ne rentres pas, répondit-elle, très pâle, fermant à demi ses grands yeux épeurés devant la brutalité qu'elle pressentait. Mais Ragu n'écoutait même plus, s'enrageait, gueulait, pour la galerie des camarades. Je fais ce qui me plaît, je ne veux pas qu'une femme me moucharde. Tu entends? Je suis mon maître, et je resterai ici, tant que ça me fera plaisir. Alors, dit-elle éperdue, donne-moi la clé pour que je ne passe pas au moins la nuit sur le trottoir. La clé, hurla l'homme. Tu demandes la clé. Et d'un mouvement de sauvagerie furieuse, il se leva, l'empoignait par sa main blessée, la traîna à travers de la salle pour la jeter dehors. Quand je te dis que c'est fini, que je ne veux plus, va voir si elle est dans la rue, la clé. Josine, égarée, trébuchante, jeta un cri perçant de douleur. Oh, tu m'as fait mal! Dans la violence du geste, le pansement de sa main droite venait d'être arraché, le linge rougit tout de suite d'une large tache de sang, ce qui n'empêcha pas l'homme, aveuglé, fou d'alcool, d'ouvrir toute grande la porte, de pousser la femme au trottoir, puis, quand il fut revenu, s'asseoir lourdement devant son verre. Il bégaya avec un rire épais. Ah, bien, si on les écoutait, on en aurait du plaisir. Hors de lui, Luc fermait les poings, pour tomber sur Ragout. Mais il vit la rixe, une bataille avec toutes ces brutes. Et étouffant dans cet abominable lieu, il se hâta de payer. Tandis que Caffio, qui avait pris la place de sa femme au comptoir, tâchait de le recommander des choses, en disant de son air paterne qu'il y avait tout de même des femmes bien maladroites. Qu'est-ce que vous voulez obtenir d'un homme qui a bu un coup? Sans répondre, Luc s'élança, au dehors, respirant avec soulagement l'air frais de la rue, regardant de tous côtés, fouillant la foule, car il n'avait eu qu'une idée en sortant si vite, celle de retrouver Josine, de lui venir en aide, de ne pas la laisser mourante de faim, sans pain, sans asile, par cette nuit sombre de tempête. Mais il eut beau remonter la rue de Bria au pas de course, revenir sur la place de la mairie, galoper parmi les groupes, Josine et Nanette avaient disparu, sans doute sous la terreur d'une poursuite. Ils s'étaient terrés quelque part, et les ténèbres de pluie et de vent les avaient repris. Quelle affreuse misère, quelle souffrance exécrable dans le travail gâché, corrompu, devenu le fragment honteux de toutes les déchéances. Et Luc, le cœur saignant, le cerveau assombri des plus noires prévisions, se remit à errer au milieu de la cohue louche et menaçante qui augmentait dans la rue de Brias. Il retrouvait là ce souffle de terreur indistinct qui passait sur les têtes, vêtu de la récente lutte des classes. Lutte jamais finie, dont on sentait dans l'air le prochain recommencement. La reprise du travail n'était qu'une paix menteuse. La résignation des travailleurs avait un grondement sourd, un besoin muet de revanche, des yeux de cruauté mal éteints, prêts à flamber de nouveau. Aux deux côtés de la rue, les cabarets regorgeaient, l'alcool dévorait la paix, exhalait son poison jusque sur la chaussée, tandis que les boutiques des fournisseurs ne se désemplissaient pas, prélevaient sur le maigre argent des ménagères l'inique et monstrueux gain du commerce. Partout les travailleurs, les meurs de faim, étaient exploités, mangés, broyés sous les rouages de la machine sociale grinçante. Et les dents étaient d'autant plus dures qu'elles se détraquaient. Et dans la boue, sous les becs de gaz effarés, Beauclerc entier tournoyait là, avec son piétinement de troupeau perdu, comme s'il allait aveuglément au gouffre, à la vieille de quelque grande catastrophe. Dans la foule, Luc reconnut plusieurs des personnes qu'il avait vues déjà lors de son premier passage à Beauclerc.
Au dernier printemps, les autorités étaient là, sans doute dans la crainte de quelque aventure. Il vit passer ensemble le maître Gourrier et le sous-préfet Châtelard. Le premier, gros propriétaire inquiet, aurait voulu de la troupe. Mais l'autre, plus fin, aimable épave de Paris, avait eu la sagesse de se contenter des gendarmes. Le président du tribunal, Gaume, passa également, ayant avec lui le capitaine retraité Jolivette qui allait épouser sa fille. Et devant chez Labocque, ils s'arrêtèrent pour saluer les Mazelles, d'anciens commerçants qui, leur rente vite gagnée, avaient fini par faire recevoir dans la belle société de la ville. Tout ce monde parlait bas, la mine peu rassurée, avec des coups d'œil obliques sur le lourd défilé des travailleurs fêtant le samedi, comme ils passaient près d'eux. Luc entendit les Mazelles qui, eux aussi, parlaient de vol, ayant l'air de questionner le président et le capitaine. Les commérages couraient de bouche en bouche, la pièce de 100 sous prise dans le comptoir de Dacheux, la boîte de sardines élevée à l'étalage de Caffio. Mais surtout, les tranchets volés à la boxe soulevaient les plus graves commentaires. La terreur répandue gagnait les gens sages. Était-ce donc que les révolutionnaires s'armaient, qu'ils avaient projeté quelques massacres pour la nuit, cette nuit d'ouragan qui pesait si noir sur Beauclerc? La grève désastreuse avait tout désorganisé. La faim faisait se ruer les misérables, l'alcool des cabarets leur soufflait la démence dévastatrice et meurtrière. Et c'était ainsi par l'immonde chaussée boueuse, le long des trottoirs gluants, tout l'empoisonnement et toute la dégradation du travail inique du plus grand nombre pour la jouissance égoïste de quelques-uns. Le travail déshonoré, exécré, maudit, l'effroyable misère qui en résulte, le vol et la prostitution qui en sont comme les végétations monstrueuses. Des filles blêmes passaient, des ouvriers de fabrique séduites par quelques galants, puis glissés au ruisseau de la basse chair à plaisir, sordide et douloureuse, que des hommes ivres emmenaient dans les flaques enténébrées des chantiers voisins, pour 4 sous. Une pitié croissante, une révolte faite de colère et de douleur envahissait Luc. Où était donc Josine? Dans quel coin d'ombre affreuse était-elle allée tomber avec le petit Nanette? Et tout d'un coup, il y eut des clameurs. Une rafale sembla passer sur la cohue, la fit tourbillonner, l'emporta. On put croire que c'était l'assaut donné aux boutiques, la mise à sac des provisions étalées aux deux bords de la rue. Des gendarmes se précipitèrent. Il y eut des galopades, des bruits, des bottes et de sabres. Qu'était-ce donc? Qu'était-ce donc? Et les questions se pressaient, volantes, balbutiantes, dans la terreur accrue, et les réponses se croisaient, affolées. Puis Luc entendit les Mazelles qui revenaient en disant « C'est un enfant qui a volé un pain !» Maintenant, la foule violente et hargneuse remontait la rue au galop. L'événement avait dû se produire plus haut, vers la boulangerie mitaine. Des femmes criaient, un vieillard tomba, qu'il fallut ramasser. Un gros gendarme courait si fort au milieu des groupes qu'il renversa 2 personnes. Luc lui-même s'était mis à courir, emporté dans le coup de panique générale, et il passa près du président Gaume, qui disait de sa voix lente au capitaine Jolivet « C'est un enfant qui a volé un pain !» La phrase revenait, comme scandée par le galop de la foule, mais on se bousculait, on ne voyait toujours rien. Les marchands sur le seuil de leur boutique pâlissaient, prêts à fermer les volets. Déjà un bijoutier enlevait les montres de sa vitrine. Il y eut un grand remous autour du gros gendarme qui jouait des coudes. Et Luc, près duquel couraient aussi le maître Gourrier et le sous-préfet Châtelard, surprit de nouveau la phrase, le murmure dolent et grandissant avec son petit frisson. C'est un enfant qui a volé un pain. Alors Luc, qui arrivait devant la boulangerie mitaine, dans le sillon du gros gendarme, le vit se ruer pour prêter main forte à un camarade, un gendarme maigre et long, qui tenait fortement par le poignet un enfant de 5 à 6 ans. Et Luc reconnut Nanette, avec sa tête blonde ébouriffée, qu'il portait quand même très haute, dans son air résolu de petit homme. Il venait de voler un pain, à l'étalage de la belle Madame Mitaine. Le vol était indéniable, car il tenait encore le grand pain, presque aussi haut que lui. Et c'était donc bien ce vol d'un enfant qui venait de soulever, de bouleverser ainsi toute la rue de Brias. Des passants l'ayant aperçu, l'avaient dénoncé aux gendarmes, qui s'étaient mis à courir. Mais l'enfant filait vite, disparaissait au milieu des groupes, et le gendarme acharné, déchaînant un bruit d'orage, avait fini par ameuter Beauclerc entier. Maintenant, il triomphait, il ramenait le coupable sur le lieu de son vol pour le confondre. « C'est un enfant qui a volé un pain », répétaient les voix. « C'est un enfant qui a volé un pain. » Madame Mitaine, étonnée d'un tel vacarme, était venue, elle aussi, sur le seuil de sa boutique. Elle resta toute saisie, lorsque le gendarme, s'adressant à elle, dit « Tenez, madame, c'est ce vaurien qui vient de vous voler ce gros pain-là. » Et secouant Nanette, il voulut le terrifier. « Tu sais que tu vas aller en prison? Dis pourquoi as-tu volé un pain ?» Mais le petit ne se troublait guère. Il répondit clairement de sa voix de flûte. « J'ai pas mangé, depuis hier, ma sœur non plus. »
Cependant, madame Mitaine s'était remise. Elle regardait le gamin de ses beaux yeux, et si plein d'une indulgente bonté. Pauvre petit bougre. Et sa sœur, où l'avait-il donc laissée? Un instant, la boulangère hésita, tandis qu'une rougeur légère montait à ses joues. Puis, avec son rire aimable de belle femme que toute sa clientèle courtisait, elle dit d'un air gai et paisible. Vous faites erreur, gendarme, cet enfant ne m'a pas volé un pain, c'est moi qui le lui ai donné. Béant, le gendarme se tenait devant elle, sans lâcher Nanette. 10 personnes avaient vu celui-ci prendre le pain à l'étalage et se sauver. Et tout d'un coup, le boucher Dacheux, qui avait traversé la rue, intervint avec une passion furieuse. Mais je l'ai vu, moi, justement, je regardais. Il s'est jeté sur le plus gros, puis il a galopé. Aussi vrai qu'on m'a volé 100 sous avant-hier. Et qu'on a volé aujourd'hui encore chez la Boque et chez Cafio. Cette vermine d'enfant vient de vous voler, madame Mitaine. Vous n'allez pas dire non. Toute rose de son mensonge, la boulangère répéta doucement. Vous vous trompez, mon voisin. C'est moi qui ai donné ce pain à cet enfant. Il ne l'a pas volé. Et comme Dacheux s'emportait contre elle, en lui prédisant que cette belle indulgence, elle finirait par les faire tous piller et égorger, le sous-préfet Châtelard, qui avait jugé la scène de son coup d'œil d'homme prudent, s'approcha du gendarme, lui fit lâcher Nanette, auquel il souffla d'une voix de croque-mitaine. Sauve-toi vite, gamin. Déjà, la foule grondait et se fâchait, puisque la boulangère affirmait qu'elle l'avait donné ce pain. Un pauvre petit gars, haut comme une botte, qui jeûnait depuis la veille. Des cris des huées s'élevèrent d'une voix brusque et tonnante, se dégagea, dominant tous les bruits. Ah, tonnerre de Dieu! C'est donc les mômes de 6 ans qui doivent aujourd'hui nous donner l'exemple. Il a eu raison, cet enfant. Quand on a faim, on peut tout prendre. Oui, tout ce qui est dans les boutiques est à nous. Et c'est parce que vous êtes des lâches que vous crevez de faim. La cohue s'agita, reflua, comme lorsqu'un pavé est jeté dans une mare, des questions s'élevaient. Qui est-ce? Qui est-ce? Et des réponses tout de suite coururent. C'est le potier, c'est l'ange, c'est l'ange. Luc, alors, au milieu des groupes qui s'écartaient, aperçut l'homme, un petit homme trapu, de 25 ans à peine, à la tête carrée, embroussaillé de barbe et de cheveux noirs. D'aspect rustique, les yeux brûlants d'intelligence, il parlait les mains dans les poches, avec les rudes envolées d'un poète mal dégrossi, criant son rêve. Les provisions, l'argent, les maisons, les vêtements, c'est à nous qu'on a tout volé. C'est nous qui avons le droit de tout reprendre. Et pas demain, mais ce soir. Nous devrions rentrer en possession du sol, des mines, des usines, de Beauclerc entier si nous n'étions des hommes. Et il n'y a pas deux moyens, il n'y en a qu'un. Flanquer d'un coup l'édifice par terre, détruire partout l'autorité à coups de hache pour que le peuple à qui tout appartient puisse tout reconstruire enfin. Des femmes prirent peur. Les hommes eux-mêmes, devant la véhémence agressive de ces paroles, se taisaient maintenant, reculaient, inquiets des suites. Peu comprenaient. Le plus grand nombre n'en était pas à cette révolte exaspérée, sous l'écrasement séculaire du salariat. À quoi bon tout ça? On n'en crèverait pas moins de faim, et on irait en prison. Je sais, vous n'osez pas, continua l'ange d'un air de goguenardise terrible. Mais il y en a bien qui oseront un jour. Votre Beauclerc, on le fera sauter, à moins qu'il ne tombe lui-même de pourriture. Vous n'avez guère donné, et si vous ne sentez pas, ce soir, que tout est gâté et que ça empoisonne la charogne, tout ça n'est plus que fumier, et il n'y a vraiment pas besoin d'être grand prophète pour annoncer que le vent qui souffle emportera la ville, et tous les voleurs, tous les assassins, nos maîtres. Que tout croule et que tout crève. À mort! À mort! Le scandale devenait tel que le sous-préfet Châtelard, bien qu'il fût pour l'indifférence, se vit forcé de sévir. Il fallait arrêter quelqu'un. 3 gendarmes se jetèrent sur l'ange et l'emmenèrent par une rue transversale, sombre et déserte, où le bruit de leurs bottes se perdit. D'ailleurs, il n'y avait eu dans la foule que des mouvements contraires, et comme indistincts, vite apaisés. Et l'attroupement se trouva dispersé. Le piétinement recommença, lent et silencieux, dans la boue noire d'un bout à l'autre de la rue. Mais Luc avait frémi. La menace prophétique éclatait comme l'effroyable conséquence de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, depuis la tombée du jour. Tant d'iniquité et de misère appelaient la catastrophe finale, que lui aussi avait senti venir du fond de l'horizon, telle qu'une nuée vengeresse qui brûlerait, qui raserait Beauclerc. Et il souffrait, dans son horreur de la violence. Quoi? Le potier aurait-il raison? Faudrait-il la force? Faudrait-il le vol et le meurtre pour rentrer dans la justice? Bouleversé, il avait cru au milieu de dures et sombres faces de travailleurs voir passer les faces pâles du maître Gourier, du président Gaume et du capitaine Jolivet. Puis, c'étaient les 2 visages des Mazelles, suant la peur, qui repassaient devant lui dans l'effarement d'un bec de gaz. La rue lui fit horreur. Il n'eut plus qu'une idée de pitié et de consolation. Rattraper Nanette, le suivre, savoir dans quel coin de ténèbres était tombée Josine. Nanette marchait, marchait.
de tout le courage de ses petites jambes. Et Luc, qui l'avait vu filer par le haut de la rue de Brias, du côté de l'abîme, le rattrapa cependant assez vite, tant le cher enfant avait de la peine à traîner son grand pas. Il le serrait sur sa poitrine de ses deux bras, dans la crainte de le perdre, sans doute aussi dans celle qu'un méchant homme ou qu'un gros chien ne le lui arrachât. Lorsqu'il entendit le pas pressé de Luc derrière lui, il dut être pris d'une peur affreuse. Il s'efforça de courir, mais s'étant retourné, ayant reconnu, à la lueur d'une des dernières boutiques, le monsieur qui leur avait souri, à lui et à sa grande, il se rassura, il se laissa rattraper. Veux-tu que je le porte, ton pain lui demanda le jeune homme. Oh non, je le garde, ça me fait trop plaisir. Maintenant, on était sur la route, en dehors de Beauclerc. Dans l'obscurité du ciel bas et tumultueux, seul à quelque distance commençaient à luire les lumières de l'abîme, et l'on entendait le petit clapotis de l'enfant dans la boue, tandis que d'une étreinte plus courte, il relevait le pain bien haut, pour ne pas le salir. Tu sais où tu vas? Bien sûr. Et c'est loin où tu vas? Non, c'est quelque part. Une crainte vague devait reprendre Nanette. Il ralentissait le pas. Pourquoi donc le monsieur cherchait-il à savoir? Le petit homme, qui se sentait l'unique protecteur de sa grande sœur, cherchait à ruser. Mais Luc, comprenant, voulut lui montrer qu'il était un ami, joua, l'enleva d'une brusque embrassade au moment où l'enfant, avec ses courtes jambes, manquait de culbuter dans une flaque. Oups là, mon bonhomme, faut pas mettre de la confiture sur ton pain. Conquis, ayant senti la bonne chaleur de ses grands bras fraternels, Nanette éclata de son rire insoucieux, d'enfance, tutoyant du coup son nouvel ami. Oh, tu es fort gentil, toi. Et il continua de trotter, sans s'inquiéter davantage. Mais où donc avait-il pu se terrer Josine? La route se déroulait, et Luc croyait la reconnaître, attendant dans l'ombre immobile de chaque tronc d'arbre. On approchait de l'abîme. Les coups de marteau pilon ébranlaient déjà le sol, tandis que les alentours s'éclairaient de la nuée embrasée des vapeurs, qui traversaient de grands rayons électriques. Et Nanette, sans dépasser l'usine, tourna, prit le pont, traversa la Mienne. Luc se trouvait ainsi, ramené au point même de sa première rencontre, le soir. Puis, soudain, l'enfant galopa, et il le perdit. Il l'entendit qui disait, repris d'un rire joueur. Tiens ma grande, vois donc ça, c'est ça qui est beau. Au bout du pont, la rive s'abaissait, et un banc était là, dans l'ombre d'une palissade, en face de l'abîme, fumant et soufflant à l'autre bord de la rivière. Luc s'était heurté à la palissade. Lorsqu'il entendit les rires du gamin se changer en cris et en larmes, il s'orienta enfin, il comprit, en s'apercevant Josine étendue sur le banc, épuisée, évanouie. C'était là qu'elle était venue tomber de faim et de souffrance, laissant repartir son petit frère, n'ayant pas même bien saisi ce qu'il complotait dans sa hardise d'enfant du pavé. L'enfant la retrouvait toute froide, comme morte, et il se désespérait avec de gros sanglots. Oh, ma grande, réveille-toi, faut manger. Mange donc, puisqu'il y en a maintenant du pain. Des larmes aussi étaient montées aux yeux de Luc. Tant de misère, une si affreuse destinée de privation et de douleur, pour des êtres si faibles, si braves et si charmants. Il descendit vivement jusqu'à la Mione, trempa son mouchoir, revint l'appliquer sur les tempes de Josine. La nuit tragique n'était heureusement pas froide. Il prit ensuite les mains de la jeune femme, les frotta, les ranima dans les siennes, et elle soupira enfin. Elle parut se réveiller d'un rêve noir. Mais dans l'accablement de sa longue inanition, rien ne l'étonna. Il lui sembla tout naturel que son frère fût là, avec ce pain, et qu'il fût accompagné de ce grand et beau monsieur, qu'elle reconnaissait. Peut-être comprit-elle que c'était le monsieur qui avait apporté le pain. Ses pauvres doigts affaiblis ne pouvaient en briser la croûte. Il fallut qu'il l'aidât. Il rompait lui-même le pain en petits morceaux. Il les lui passait un à un, lentement pour qu'elle ne s'étouffât pas, dans sa hâte à calmer la faim atroce qui l'étranglait. Alors, tout son triste corps, si fluet, se mit à trembler, et elle pleura sans fin, mangeant toujours, trempant chaque bouchée de ses larmes, d'une voracité, d'une maladresse grelottante, d'animal battu, qui ne sait même plus avaler et qui se presse. Doucement, le cœur meurtri, éperdu, Luc, lui, arrêtait les mains. Continuait à lui passer les petits morceaux qu'il rompait un à un. Jamais plus, il ne devait oublier cette communion de souffrance et de bonté, ce pain de vie donné à la plus misérable de la plus délicieuse des créatures. Nanette, cependant, se taillait sa part, mangeait en petits goulus, fière de son exploit. Les larmes de sa grande l'étonnaient. Pourquoi donc pleurait-elle encore, puisqu'on faisait la noce? Puis, quand il eut mangé, étourdi d'un tel repas, il se blottit contre elle. Il fut comme assommé par un brusque sommeil, l'heureux sommeil des tout-petits riant aux anges. Et Josine, de son bras droit, le serrait contre elle, remise un peu, adossée au banc,
tandis que Luc restait assis à son côté, ne pouvant se résoudre à la laisser seule dans la nuit avec cet enfant ensommeillé. Il avait fini par comprendre que, si elle était montrée maladroite, cela venait aussi de sa main blessée, autour de laquelle elle avait remué tant bien que mal le linge taché de sang. Et il causa. Vous vous êtes donc fait mal? Oui, monsieur. Une machine a piqué les bottines qui m'a cassé le doigt. Il a fallu le couper. Mais c'était de ma faute, à ce qu'a dit le contremaître, et monsieur Gourrier m'a fait donner 50 francs. Elle parlait d'une voix un peu basse, très douce, qu'une sorte de honte faisait trembler par moments. Alors, vous travaillez à la cordonnerie de monsieur Gourrier, le maire. Oui, monsieur, j'y suis entré à 15 ans, et j'en ai aujourd'hui 18. Ma mère y a travaillé pendant plus de 20 ans, mais elle est morte. Je suis toute seule. Je n'ai plus que mon petit frère Nanette, qui a 6 ans. Moi, je me nomme Josine. Et elle continua à dire son histoire, et Luc n'eut plus qu'à poser encore quelques questions pour tout savoir. C'était l'histoire banale et poignante de tant de pauvres filles. Un père qui s'en va, qui disparaît avec une autre femme. Une mère qui reste avec 4 enfants sur les bras, qui n'arrive pas à les nourrir, bien qu'elle ait la chance d'en perdre 2. Et alors, la mère meurt de la besogne trop rude. La fille devient la petite maman de son frère, dès l'âge de 16 ans, se tue à son tour de travail sans parvenir à toujours gagner du pain pour elle et pour lui. Puis, c'est le drame inévitable de l'ouvrière jolie, le séducteur qui passe, ce ragoût beau mal, bourreau des cœurs, au bras duquel elle a eu le tort de se promener chaque dimanche, après la danse. Il faisait de si belles promesses, elle se voyait épousée, ayant un joli chez elle, élevant son frère avec les enfants qui lui viendraient. Sa seule faute est de s'être abandonnée un soir de printemps, dans un bois, derrière la guerre d'Ache. Mais elle ne sait plus combien, jusqu'à quel point elle était consentante. Il y a 6 mois de cela, elle a commis la seconde faute de vivre chez Ragu, qui ne lui a plus parlé de mariage. Puis son accident lui est arrivé à la cordonnerie. Elle n'a plus continué son travail, jusqu'au moment où la grève rendait Ragu si terrible, si méchant qu'il s'est mis à l'abattre, en l'accusant de sa misère. Et ça s'est gâté, de plus en plus, et maintenant, voilà qu'il la jetait au trottoir, qu'il ne voulait même pas lui donner la clé, pour qu'elle rentrât se coucher avec Nanette. Une pensée obsédait Luc. Si vous aviez un enfant, cela l'attacherait peut-être, il se déciderait à vous épouser. Elle se récria, eut un geste de crainte. Un enfant avec lui? Ah! Grand Dieu, ce serait la dernière des malheurs. Comme il le répète, pas de fil à la patte. Il n'en veut pas. Il a bien soin de s'arranger pour ça. Son idée est que, lorsqu'on se met ensemble, c'est simplement du plaisir pour les deux. Et puis, lorsqu'on en a assez, bonjour, bonsoir, on se quitte. Et le silence retomba. Ils ne se parlèrent plus. Cette certitude qu'elle n'était pas mère, qu'elle ne serait pas mère de cet homme, avait apporté à Luc dans sa pitié douloureuse une douceur singulière, une sorte de soulagement qui ne s'expliquait pas. Des sentiments confus montaient en lui, tandis que, les yeux errant au loin, parmi les choses obscures, il retrouvait cette gorge de Brias, entrevue au crépuscule, noyée de ténèbres à cette heure. Aux deux côtés, les monts Bleus dressaient leurs rampes de rochers dans un épaississement d'ombre. Derrière lui, par instant, à mi-côté, il entendait passer le grondement d'un train qui sifflait et se ralentissait en entrant en gare. À ses pieds, il distinguait la Mion glauque, bouillonnant contre l'estacade de bois, dont les madriers portaient le pont. Et c'était ensuite à sa gauche le brusque élargissement de la gorge, les 2 promontoires des monts Bleus, s'écartant dans l'immense plaine de la Roumagne, où la nuit de tempête roulait en une mer noire et sans fin, au-delà de l'île aux vagues de Beauclerc. Éclairé, constellé de petites clartés, pareilles à des étincelles. Mais ses yeux revenaient toujours en face de lui, à l'abîme d'un aspect d'apparition farouche, sous les fumées blanches que les lampes électriques des cours incendiaient. Par des baies grandes ouvertes, on apercevait, à certains moments, des gueules ardentes de four, des jets aveuglants de métal en fusion, de vastes embrasements rouges, toutes les flammes de l'enfer intérieur qui était l'œuvre dévoratrice et tumultueuse du monstre. Le sol tremblait aux alentours, la danse claire des martinets ne cessait pas, sur le sourd ronflement des machines et les coups profonds des grands marteaux semblables à une canonnade entendue au loin. Et Luc, les yeux emplis de cette vision, le cœur meurtri par le destin de cette Josine, si abandonnée, si misérable, sur ce banc à son côté, se disait, quand cette malheureuse retentissait toute la débâcle du travail mal organisé, déshonoré, maudit. C'était à cette suprême souffrance, à ce sacrifice humain de la triste enfance, que toute sa soirée aboutissait. Les désastres de la grève, les cœurs et les cerveaux empoisonnés de haine, les duretés égoïstes du négoce, l'alcool devenu l'oubli nécessaire, le vol légitimé par la faim,
toute la vieille société craquant sous l'amas de ses iniquités. Et il entendait encore la voix de l'ange prophétisant la catastrophe finale qui remporterait ce Beauclerc pourri et pourrisseur. Et il revoyait surtout les pâles filles errantes du trottoir, cette basse à chair à plaisir des villes industrielles, ce gouffre dernier de la prostitution, où la chance du salariat jette les jolies ouvrières des fabriques. Où le chancre du salariat jette les jolies ouvrières des fabriques. N'était-ce point là que Josine allait, séduite, puis poussée à la rue, puis ramassée par les ivrognes, la pente descendait vite à la boue. Il la sentait une soumise, une amoureuse, une de ces tendresses adorables qui sont à la fois le courage et la récompense d'efforts. Et la pensée de l'abandonner sûrement, de ne pas la sauver du destin mauvais, la souleva d'une telle révolte qu'il n'aurait plus vécu, s'il ne lui avait pas tendu une main secourable et fraternelle. Voyons, vous ne pouvez pourtant pas coucher ici, avec cet enfant. Il faut que cet homme vous reprenne. Nous verrons après. Où demeurez-vous? Près d'ici, dans le vieux Beauclerc, rue des Trois Lunes. Elle lui expliqua les choses. Ragu habitait un petit logement de pièces, dans la même maison qu'une sœur à lui, Adèle, que tout le monde nommait la Toupe, sans qu'on sût bien pourquoi. Et elle soupçonnait que, si réellement Ragu n'avait pas sa clé sur lui, il devait l'avoir remise à la Toupe, qui était une terrible femme, dure aux pauvres filles. Puis, comme il parlait d'aller tranquillement demander la clé à cette mégère, elle frissonna. Oh non, pas elle, elle m'exècre. Si encore on était sûr de tomber sur son mari, qui est un brave homme, mais je sais qu'il travaille cette nuit à l'abîme. C'est un maître pudeleur qui s'appelle Bonner. Bonner, répéta Luc, frappé d'un souvenir. Mais je l'ai vu au dernier printemps, lors de ma visite à l'abîme. J'ai même causé longuement avec lui. Il m'a expliqué le travail. C'est un garçon intelligent, et qui, en effet, m'a paru être un brave homme. C'est bien simple, je vais aller tout de suite arranger votre affaire avec lui. Josine eut un cri d'ardente gratitude. Elle tremblait, toutes ses pauvres mains se joignirent dans son élan de son cœur. Oh, monsieur, que vous êtes bon, que je vous remercie. Un rougeoiement sombre venait de l'abîme, et Luc la vit cette fois, la tête nue, le lainage en loques tombé sur les épaules. Elle ne pleurait plus, ses yeux bleus luisaient de tendresse, sa bouche petite retrouvait son jeune rire. Mais surtout, mince, très souple, très gracieuse, elle avait gardé une expression d'enfance, joueuse encore, simple et gaie. Ses longs cheveux blonds, d'un blond d'avoine mûr, presque dénoués sur sa nuque, en faisaient une fillette restée candide dans son abandon. Et lui, pénétré d'un charme infini, pris peu à peu tout entier, était dans un étonnement ému, dévalant devant la délicieuse femme qui se dégageait de cette sorte de pauvresse qu'il avait rencontrée, mal vêtue, épeurée, en pleurs. Puis elle le regardait avec une telle adoration, elle se donnait à lui si ingénument, de toute son âme de pauvre être enfin secouru, aimé. Si beau, si bon, il lui apparaissait comme un dieu, après les brutalités de Ragout. Elle aurait baisé la trace de ses pas. Elle restait devant lui, les mains jointes, sa main gauche serrant la droite, la mutilée au linge taché de sang. Et quelque chose de très doux et de très fort se nouait entre eux, un lien d'infinie tendresse, d'amour infini. Nanette va vous conduire à l'usine, monsieur. Il en connaît tous les recoins. Non, non, je sais mon chemin. Ne le réveillez pas. Il vous tient chaud. Attendez-moi là tranquillement tous les deux. Il la laissa sur le banc, avec l'enfant endormi dans la nuit noire, et comme il la quittait, une grande lueur illuminait le promontoire des Montbleuses, à droite, au-dessus du parc de la Crècherie, où se trouvait l'habitation de Jordan. On aperçut le profil sombre du haut fourneau, au flanc de la montagne. C'était une coulée, et toutes les roches voisines, toutes les toitures de Beauclerc elles-mêmes s'en trouvèrent éclairées comme d'une rouge aurore. Fin du chapitre 1.
Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Et je vous retrouve pour de prochains chapitres si celui-ci fait suite. Merci, bonne journée.